Bienvenue dans Dire Mama. Ici, je tends le micro aux mamans de l'ombre, celles qui ont changé, chuté, recommencé, des femmes vraies, puissantes et humaines. Donc ce podcast, c'est de la lumière, de la célébration, de la vérité et de la sororité. Aujourd'hui, je reçois une maman au parcours irremplaçable. Elle se dit être un peu sévère, bienveillante et pleine d'amour. Elle nous en dira plus dans quelques minutes. Merci à elle d'avoir dit oui. Installe-toi, respire. C'est parti. Oublié de respirer. Salut Christelle. Salut. Anne-Christelle, Anne-Christelle, pardon. oui. Salut Anne-Christelle. Salut Annick. Tu vas bien? Ça va, merci. Ouais. Merci Anne-Christelle d'être là. Merci à toi pour l'invitation. Trop bien. Je suis vraiment très contente de te recevoir. C'est une première? C'est un... oui. Ouais. Comme ça, oui. D'accord. Oui. Pourquoi il y a d'autres manières? Je t'en ai pas parlé, mais on a tourné un podcast avec mon mari qu'on n'a pas encore diffusé. Ok. Mais j'avais pas de... En fait, la caméra était dans mon dos. D'accord. Donc, j'avais pas... Justement, parce que c'est un peu compliqué pour moi, l'image comme ça, mais bon. Et comment tu te sens là? Là, ça va. Ça va? Oui. Un peu impressionnée quand même. Ok. Mais ça va. Super. Je suis là. Alors, en attendant que nous rentrions dans le vif du sujet, Anne-Christelle, tu sais que tu as les deux prénoms de mes sœurs. C'est vrai. Donc Anne, j'ai une sœur qui s'appelait Anne-Florence. Ok. Et j'ai une sœur qui s'ppelle Jeanne-Christelle. Ok. Donc tu t'appelles Anne-Christelle. Donc je suis ravie. On est dans la sororité. Exactement, Vraiment. sororité à fond. Je vais reprendre les mots d'une invitée précédente que j'avais reçue, qui disait qu'en tant que femme, nous étions plurielles. Donc on avait un parcours, des vies plurielles, des vies mouvementées, des vies riches et parfois chaotiques. Donc en attendant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais te demander de réfléchir à un parcours, à un virage que tu souhaites partager avec nous. Et puis, je vais te demander de te présenter sans les étiquettes de la société, c'est-à-dire sans ton job, sans ton rôle de maman. Qui es-tu, Christelle, derrière tout ça? Si je devais me décrire, je suis une personne pleine d'amour, parce que j'ai baigné dans l'amour. En tout cas, je le ressens comme ça. Que ce soit de la part de ma famille. J'ai la chance, en plus de ma famille, d'avoir des amis proches qui m'entourent. Et je pense que je suis vraiment le fruit de toutes ces personnes. Donc j'essaye encore plus aujourd'hui dans tout ce que je fais et dans tout ce que je suis, d'essayer d'être pleine d'amour et de bienveillance, parce que j'en reçois beaucoup. Ok. Donc voilà. Ok, je ne merci. sais pas si c'est complet, mais... Eh bien, on verra, on va continuer en parlant de toi un petit peu. Merci beaucoup. Tu as des enfants? Est-ce que tu voudrais personnaliser un petit peu ta présentation en nous en disant un petit peu plus? Je sais que tu aimes beaucoup le métier que tu fais. Oui. Je sais que tu as 2 filles aussi. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Donc j'ai 2 filles, une de 4 ans et une de bientôt 8 ans, la semaine prochaine. Donc je suis mariée. Et oui, j'aime beaucoup ce que je fais. Je travaille dans le secteur du textile, de la mode, en fait, depuis plus de 10 ans, finalement, dans plusieurs corps de métier. J'ai travaillé dans les achats et aujourd'hui, je travaille dans la supply chain. Et je fais de ce qu'on appelle de la planification et de l'ordonnancement. D'accord. Donc, ça fait 3 ans et demi que je fais ça. Et je pense que j'ai vraiment trouvé l'exacte combinaison de ce que j'aime dans le textile et de la rigueur que j'ai dans ma vie et que j'aime au travail. D'accord. Parce que quand on planifie, là aujourd'hui, je planifie... je travaille dans une usine qui fabrique des boutons. Et donc, on travaille par saison, sous forme de saison. Et en fait, je dois planifier, je dois faire des rétro-planning de la fabrication, de la création jusqu'à la livraison chez les façonniers, sur notre plateforme logistique qui va livrer aux façonniers, qui vont ensuite coudre les boutons jusqu'à l'implantation de magasins. Et c'est vraiment un suivi d'une saison complète. Et donc, moi, mon rôle, c'est de planifier, d'anticiper
Alors, je ne suis pas du tout dans la création, mais à partir du moment où le bouton a fini d'être développé, moi, je dois définir dans quelle plage de livraison je vais livrer. Et mon rôle, c'est de tenir ce planning et de faire en sorte que tous nos prestataires soient satisfaits et que nous, en interne, on puisse les fabriquer dans de bonnes conditions. D'accord. Et que, voilà. Donc, super. Donc, c'est un métier qui t'épanouit. C'est un métier dans lequel je m'épanouis beaucoup. Franchement, j'ai eu en plus, en 3 ans et demi, j'ai eu des belles évolutions déjà. Malheureusement, actuellement, je peux pas travailler pour l'instant. On va l'aborder tout à l'heure. Mais pour l'instant, je peux pas travailler, mais j'ai vraiment à cœur de tout faire pour y retourner. Parce que voilà, c'est jamais parfait à 100%. Bien sûr, bien sûr. J'en ai fait des boîtes où voilà, c'est jamais le 100%, mais c'est rare. C'est une des rares fois où vraiment je touche au quasi parfait. D'accord. Waouh. Ouais, trop bien. Trop bien. Ouais. Génial. En plus avec une équipe au top. Ok, super. Alors, où est-ce que tu en es dans ta vie aujourd'hui? Dans quelle dynamique tu te trouves? C'est quoi ton mindset en ce moment? Comment tu te sens? En ce moment, je suis dans un combat. Okay. Je suis dans un combat avec mon corps. Parce que voilà, on l'évoque maintenant. J'ai été diagnostiquée d'une sclérose en plaques. Le diagnostic a été posé il y a environ 3 mois. Donc les symptômes ont commencé en début d'année, on va dire généralement, et en fait ça s'est intensifié. Et donc là, je suis dans un combat vraiment moral, mental, physique, parce que ma tête me dit mais non, ça va. Et en fait, mon corps me dit bah non, ça va pas. D'accord. Donc calme-toi, assieds-toi, reste tranquille, accepte. Là, je suis vraiment dans cette phase d'acceptation que je suis malade. Okay. Je ne peux plus travailler pour l'instant. Je ne peux pas m'occuper de mes enfants pas autant que je le faisais, comme je le voudrais. Je ne peux pas m'occuper de ma maison comme je le voudrais. Et c'est très compliqué. Parce que je suis à la maison, je suis chez moi, mais je peux pas faire grand-chose. Donc, je fais au fur et à mesure. Mais c'est compliqué. Donc là, aujourd'hui, je suis dans ce combat. D'accord. Bon, tu as encore le sourire. Toujours. Magnifique. Toujours. Pas toujours. Bon, non, je vais aujourd'hui, en tout ouais. cas, tu es radieuse. Ouais, merci, c'est gentil. D'accord. Alors, quel est l'épisode que tu as choisi de partager avec moi, avec nous? C'est un épisode de ma vie, une période en fait, où j'ai envie de dire, j'ai failli perdre ma famille, perdre mon cocon familial. Je parle de mon mari et de mes enfants. On a un peu implosé avec mon mari. On a traversé une période assez compliquée. Et j'ai envie de partager ça parce que j'ai été obligée, avec ce qu'on a traversé, j'ai été obligée de me remettre en question. D'accord. Beaucoup. Ça n'a pas été ma première réaction. Oui. Mais en fin de compte, je me suis remise en question et je me suis posé la question sur ma santé mentale. Et je me suis fait une introspection en fait de pourquoi je réagis comme ça, en fait, qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là. Est-ce que tu te souviens du moment où ça a basculé justement? En fait, ça s'est fait en plusieurs étapes. Okay. C'est plus... je pense que c'est venu de nous deux, mais là, on est là pour parler de moi. Donc, exactement. Voilà. Toi et uniquement toi. Ouais. Moi, je l'ai pas senti tout de suite. D'accord. Parce que ça a commencé... je venais d'avoir ma première fille, Naya. Et en fin de compte, je pense qu'en tant que maman, on a tout un petit peu ce parcours-là. Surtout quand c'est le premier enfant. J'étais focus sur ma fille. J'étais focus sur mon rôle de maman. J'ai repris le travail assez vite. J'ai eu un congé de 2 mois et demi, 3 mois. Et à ce moment-là, je travaillais assez loin. Donc, j'étais un peu embarquée dans ce truc de... Je suis une maman, il faut que je fasse tout. Il faut que je cours au travail, il faut que je performe. Il faut que j'aille chercher ma fille en temps et en heure. Enfin, voilà, j'étais vraiment dans ce rôle-là. Que tu aimais quand même? Oui. Oui. Ou qui te dépassait, ou qui te... Tu aimais quand même être dans cette dynamique-là? Oui. Ouais. Franchement, tu t'obligeais pas à... Non. Ouais. Le seul problème, c'est que c'était loin. J'avais pas le permis, je travaillais sur Paris. Je suis toujours dans la même ville aujourd'hui, je suis dans le 77.
Donc, je faisais quasiment 2 heures de transport aller et 2 heures de transport retour. Donc, c'est ça qui était compliqué à gérer. Mais moi, je suis la dernière d'une grande famille. J'ai mes sœurs qui ont eu des enfants. J'ai été tata très tôt. Je ne m'imaginais pas ne pas être maman. Bien sûr. Donc, c'était vraiment le rôle de ma vie, l'accomplissement de ma vie. Voilà. En plus, voilà, étant entourée de sœurs, de femmes, de mamans, de tata et tout, j'ai eu une première fille. J'étais vraiment aux anges. Mais du coup, j'ai été focalisée là-dessus. Ok. Et du coup, ça a eu des conséquences sur mon mari que j'ai pas vu. En fait, je me suis pas rendu compte. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça s'est fait en plusieurs étapes. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Première étape, tu es focus sur l'enfant, oui. Le travail, oui. qui te prend du temps. Ouais. Et donc, ça commence à avoir des répercussions sur ta vie de couple, sur votre vie de couple. Oui. Et donc ensuite, première étape, deuxième. Ensuite, deuxième étape, il y a eu des soucis financiers qui sont arrivés. C'est-à-dire que mon mari, à l'époque, il travaillait avec son papa. Son papa avait monté une société familiale qui s'est en fait effondrée du jour au lendemain. Enfin, en tout cas, moi, on me l'a communiqué du jour au lendemain. C'est-à-dire que je crois que le 1er décembre, il m'a dit le 20 décembre, c'est fini. D'accord. Donc, ça a été hyper rapide, hyper violent. Je devais partir en voyage avec ma fille. Enfin, on avait déjà planifié de partir en voyage avec ma fille. J'avais engagé des frais financiers. Et en fait, je l'ai pris d'un coup. Et ça a été un gros déclencheur. Parce que, du coup, pour revenir à mon introspection, j'ai réagi d'une manière assez violente. Maintenant, je me suis interrogée pourquoi j'ai réagi comme ça. Aujourd'hui, je me dis oui, en vrai, c'est normal, mais ça aurait pu être géré autrement. Bien sûr. Mais en fait, ça m'a rappelé, ça m'a ramené à des souvenirs d'enfance avec une instabilité financière que mes parents ont pu traverser et que moi j'ai traversé en tant qu'enfant. Et comme c'était quelque chose il nous a pas prévenu, son papa. Voilà, oui, que tu apprenais comme ça de but en blanc. De but en blanc. Pas le temps de se retourner. Non. On a un enfant, on a un crédit à payer, un crédit immobilier à payer. On a engagé des frais financiers. Si on avait su qu'il y avait ça, on n'aurait pas engagé des frais financiers pour partir en vacances au Cameroun avec ma fille. Donc ça t'a fait vriller, quoi. Vriller. Franchement, totalement. Ouais. Et mais je m'en rends compte maintenant. Mais sur le coup, c'était normal. T'étais dans ton bon droit. Sur le coup, tu me dis ça maintenant. Voilà, qu'est-ce que ça. tu veux. Voilà, comment tu veux que je réagisse autrement. Mais voilà, avec du recul, lui aussi, il l'a vécu de la même manière, en fait. Bien sûr. C'était pas de son fait non plus. Moi, j'ai réagi de cette manière, et en fait, c'est cette réaction qui a eu une cascade. D'événements, de petits... Il y a eu d'autres choses derrière, marquantes, d'autres événements marquants. Après, il y a eu le Covid. Ok. Donc, du coup, il a été au chômage. Ensuite, il y a eu le Covid. Et ensuite, il y a eu... à cette période-là, il y a eu malheureusement une vague de décès dans ma famille. On a perdu beaucoup de personnes très, très importantes, des personnes vraiment très chères, dont une de mes belles-sœurs qui est partie assez jeune, assez violemment, qui a eu un cancer. On ne savait pas qu'elle, puisqu'en plus c'était pendant la période du Covid. On a su qu'elle était malade le 25 décembre et en fait elle est morte le 5 janvier. Oh là Donc là. ça a été hyper violent. Ça a été vraiment une période de 2 ans où il y a eu... tout était compliqué. Ouais, exactement. Oui. Tout était compliqué. J'étais pas bien, on n'arrivait pas à se parler. Financièrement, c'était tendu. Voilà, et j'arrivais pas... J'avais aussi mon rôle de maman. J'arrivais pas à gérer. Qu'est-ce qui était le plus dur à gérer, Anne-Christelle ? Dans tout ça, dans tout ce chaos, si je peux me permettre, qu'est-ce qui était le plus compliqué ? Justement, de rester... En fait, j'avais le sentiment de tenir ma famille à bout de bras. Et c'était hyper compliqué de gérer toutes ces personnes qui partaient, tous ces deuils en fait, qui nous ont franchement frappés hyper violemment. Et à côté de ça, de devoir comprendre
essayer de me mettre dans la tête de mon mari et de me dire, lui aussi, en fait, il a été impacté, lui aussi, il a ça. J'arrivais pas, en fait. Oui, tu voyais que de ta lucarne. Oui, exactement. Ouais. Et le pire, et je pense que c'est dans ce sens-là où l'introspection, elle a été importante, c'est que je lui disais, mais en fait, regarde ce que nous, ma famille, on est en train de traverser. Pourquoi toi, t'arrives pas à tenir, pourquoi tu n'y arrives pas? Alors qu'en fin de compte, c'est horrible de dire ça. Parce que si à l'inverse, moi, on m'avait dit, ouais, mais regarde, moi, ma famille, ils ont vécu ça, tu devrais réussir à t'en sortir. En fait, dans nos communautés, dans nos familles, on nous dit toujours, enfin, nous, on nous a élevés comme ça, ouais, mais c'est bon, c'est rien. Là, un des trucs que mon père aimait répéter beaucoup, c'était lève-toi et marche. Oui. En fait, on n'avait pas le droit, on n'avait pas le temps de s'apitoyer. Et même aujourd'hui, on est un peu comme ça, où on est en mode, on vit des choses hyper compliquées. Et en fait, on va nous dire, ouais, ok, ouais, regarde ton voisin, bon. Lui aussi. Ouais, mais en fait, non. Oui. On n'a pas le... Enfin, moi, aujourd'hui, je ne me donne plus le droit de dire à mon mari, ouais, mais regarde à côté, une personne qui vit pire, toi, tu devrais... Non. Et qu'est-ce qui a fait alors, j'entends toutes les difficultés, et pourquoi votre couple... Alors, pourquoi? Comment votre couple en a pâti? Comment est-ce que ça a implosé, entre guillemets? Ça s'est traduit comment? Ça s'est traduit par on a arrêté de communiquer. D'accord. On n'arrivait plus à communiquer. En fait, dès qu'on communiquait, ça partait dans tous les sens. Et je sais que moi, je suis quelqu'un d'assez sanguine. Ouais, t'es quelqu'un de sanguin. Ouais, sanguin. T'es une femme sanguine, je sais pas. Je sais pas comment dire ça. Ok, en tout cas, ça part, quoi. Voilà, ça part. Beaucoup moins aujourd'hui. Oui, franchement, je fais beaucoup d'efforts. Ok. Mais il y a quelques années, et c'est un trait de caractère familial, on va dire, qu'on a bien hérité de mon papa. Et ça, il nous l'a bien transmis. Ok. Et du coup, moi, ça partait... En fait, on n'arrivait pas. On n'arrivait pas à se parler. Okay. Et lui, mon mari, à l'inverse, c'est quelqu'un de très réservé qui, dès qu'il y a quelque chose, il va plus tendance à avoir besoin de faire un pas en arrière et d'arrêter de parler. Et moi, ça m'insupportait. Okay. En gros, moins il en disait, voilà. Et plus ça te faisait péter des câbles. Vraiment, et lui, à l'inverse, plus tu parlais, et plus il se disait, oh là là, mais je ne la supporte plus. Exactement. Ouais. Donc, ça a commencé comme ça, en fait. Quand on arrête de se parler, on est mariés, on est censé être les premières personnes avec qui on doit communiquer. Lui, je pense qu'il voulait plus communiquer avec moi parce qu'à chaque fois, ça partait en sucette. Et moi, de mon côté, je me disais, parle. Limite. Et tu te souviens comment tu te sentais? Parce qu'aujourd'hui, tu parles d'introspection. On va peut-être parler un petit peu de charge mentale et tout. Mais est-ce que tu te souviens comment tu te sentais émotionnellement? Parce que, ok, vous ne parlez plus. Il ne veut plus te parler. Ça part en live, machin. Mais comment tu étais à l'intérieur? Tu t'en souviens un petit peu? Il y avait un mix de tout. Il y avait, encore une fois, les émotions à gérer. J'essayais de tempérer et surtout, j'essayais d'être forte, de pas trop laisser paraître, d'élever notre fille correctement pour qu'elle le ressente pas. Parce que ça, c'est une de mes plus grosses craintes, c'est que je ne veux pas que mes enfants vivent dans les disputes et dans les cris, machin. C'est quelque chose dans lequel, malheureusement, j'ai pu vivre aussi. Et je refuse que mes filles, même si on a des différends, voilà, il faut qu'on réussisse à se parler correctement. Et là, c'était pas toujours le cas. Après, ça a jamais débordé. On a toujours réussi à vous contenir, à se contenir, voilà, quand les enfants étaient là. Devant les enfants. Devant les enfants, mais voilà, quand les enfants n'étaient pas là, franchement, il y avait franchement, c'était dur. C'était je trouve pas d'autres mots. C'était hyper compliqué, sachant qu'encore une fois, on m'a élevée dans le ne dis rien. C'est une bonne chose, hein, parce qu'on m'a élevée comme ça, par respect, en fait. Par respect pour mon mari, par respect pour ma famille. J'en parlais pas. Ok, c'est ce que j'allais te demander. J'en parlais pas. Mais tu faisais semblant, du coup? Pas semblant, parce que je suis pas quelqu'un de faux. C'est-à-dire que, surtout avec j'ai 2 amies qui sont vraiment mes sœurs de cœur. On a une relation vraiment très fusionnelle, donc je faisais pas semblant, mais je me confiais pas non plus. Oui, c'était pas vraiment profondément. Comme un mensonge par omission. Oui, c'est-à-dire, voilà. On n'a pas vu, pas pris, pas dit. Exactement, okay. Parce que je voulais pas... dans le respect qu'on m'a appris, je ne voulais pas que mes amis ou que mes sœurs voient mon mari différemment.
qu'elle pose un regard différent sur lui et j'avais pas envie de dire ce que je traversais en fait. Alors poser un regard différent sur lui, ce qui a amené à peut-être toi quelle personne tu étais aussi par définition. Oui aussi. C'est-à-dire que si lui on perdait un peu de respect ou on le voyait d'une manière X ou Y, ça ramenait peut-être un peu à toi de qui est cette personne qui sort avec ce mec en fait. Oui en aussi. Gros, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pas peut-être, je sais pas. Ouais, c'est un petit peu. Il y a sûrement un petit peu de ça aussi. Et bon après, mais bon, je dis ça, mais on se connaît depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Donc voilà, il y a des choses que je disais un petit peu, mais voilà, j'essayais de pas rentrer dans le quotidien et dans vraiment ce qui se passait. Pas dans les détails. Tu rentrais pas dans les détails non, en fait. Je rentrais pas dans les détails. Donc je leur disais ouais là c'est compliqué, c'est un peu compliqué machin. Mais du coup t'as pas été soutenue ou aidée dans cette période compliquée parce que si tu demandes pas d'aide, comment ça se passe pour qu'on te soutienne ou pour qu'on t'aide justement? Comment tu faisais? Si quand même. Ouais. En fait malgré ça, c'est pour ça que c'est l'importance encore une fois de la sororité et des personnes qui m'entourent, c'est que des fois on n'a pas besoin de tout se dire pour avoir du soutien. Le soutien, il est quotidien. Il est juste, justement, là, je traverse un truc compliqué avec mon mari, je vais pas t'en parler, mais je vais leur dire, on se voit, on boit un coup, on se retrouve et tout. Et chacune, on a toutes des vécus lourds. On se connaît assez bien pour pas avoir besoin de se dire tout le temps les choses. Mais j'ai quand même eu... T'as quand même eu du soutien. Ouais, j'ai quand même eu ce soutien. Franchement, c'est vraiment une chance. Mais ouais, ça a été compliqué. Après, à cette période, malgré toutes ces complications, je suis quand même tombée enceinte de la deuxième. Ouais. Ça faisait un moment qu'on essayait. Ok. Avant, justement, toutes ces vagues de décès, machin et tout, on y avait pensé. Et ça, c'est quelque chose que, après réflexion, alors aujourd'hui, ma deuxième, c'est la prunelle, les deux, hein, nos enfants, en plus 2 filles, voilà, leur papa, c'est le héros, machin, le plus beau, les vraies filles à papa. Et lui, pareil, voilà. Mais à cette période, il me l'a dit qu'il voulait pas, qu'il était pas prêt, qu'il voulait pas de deuxième enfant, qu'il se sentait pas, financièrement, c'était compliqué. Et il commençait tout juste. Les langues, elles commençaient à se délier avec la santé mentale et tout. Il commençait tout juste à évoquer, à exprimer sa santé mentale, qui se sentait fragile. Et en fait, j'ai pas écouté. Moi, je voulais un deuxième enfant. Bah, bravo. Bah ouais. C'est horrible à dire. Hein. Oui. C'est pas bien. Oui. Et moi, je voulais un deuxième enfant. Bon, c'est arrivé. Ça a mis du temps. C'est arrivé. Moi, je suis croyante, donc c'est arrivé au moment où ça devait arriver parce que ça a permis. Je pense que si j'étais pas tombée enceinte, je pense que j'aurais pu perdre ma famille. J'aurais pu perdre mon mari. D'accord. Clairement. Dis-moi en plus à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que lui, donc on traversait tout ça. Moi, avec ma colère, très, très virulente. Et lui, en fait, il s'est refermé sur lui-même. Et en fait, sa santé mentale, elle s'est vraiment dégradée. Je me permets d'en parler, il le sait, parce que lui-même communique beaucoup. Il est tombé, il a fait une dépression qui l'a emmené dans un trou, en fait. Ouais, il est tombé au fond du trou, vraiment. Ouais. Il est tombé au fond du trou et je pense que il a eu des pensées suicidaires. Et il t'a pas emmené avec lui? Non. Comment ça se fait? Parce que je l'ai pas vu. D'accord. Je l'ai pas vu. Tu voulais pas le voir ou tu ne l'as pas vu? Je l'ai pas vu. D'accord. Donc vraiment, pour toi, c'était il veut pas parler, je le laisse dans son coin. Ouais. Tu n'avais pas notion que lui, il était en train de se perdre ou de... J'ai rien. Je savais que ça allait pas. Oui, ça allait pas entre vous. Voilà, exactement. Oui. Ça allait pas entre nous, mais je me disais. Mais vous êtes des entités différentes et uniques aussi. Donc pour toi, c'était juste le couple qui n'allait pas. Et en fait, justement, par rapport à mon éducation et par rapport à comment j'ai été élevée, je me disais, mais il a pas de raison, en fait, d'être dans cet état. Donc, il doit aller bien. J'étais vraiment focus là-dessus.
c'est bon, on a un enfant, on a déjà la grande qui avait 3 ans, je suis enceinte de la deuxième. Il a aucune raison. Oui, c'est quoi son problème, en fait? C'est quoi le problème? Ouais. Et donc, j'ai pas vu. J'ai pas vu, et ça a eu des conséquences. Ça aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus dramatiques, mais on a vraiment. Je pense que si j'étais pas tombée enceinte, j'aurais peut-être perdu mon mari et perdu ma famille. Ok. Donc voilà. Et donc, on a eu des ennuis financiers, il y a eu cette période de décès qui a fait que tu étais dans une situation émotionnelle compliquée. Oui. Et juste, je reviens justement sur le décès de ma belle-sœur, qui est partie comme ça. Et en fin de compte, je pense que j'ai eu un choc. J'ai vraiment eu un choc émotionnel de la voir, parce que malheureusement, je l'ai vue comme ça. Et je sais ce qu'elle a traversé en tant que femme et en tant que maman. Elle a laissé 3 jeunes enfants. Et je voyais ces enfants et je me disais, en fin de compte, il est hors de question que je me laisse... En fait, dans ma tête, c'était, elle s'est laissée mourir à cause d'un homme. Et moi, je me disais, et je lui disais en plus à mon mari, ce décès-là, ça a été, mais c'est vrai, mais c'est toujours le cas, hein, ça a été un déclic en me disant, en fait, justement, tu me disais, je lui disais, tu m'emmèneras pas avec toi. Ouais. Parce que je voyais, en fait, oui, c'est-à-dire, moi je veux vivre. Moi je vais tenir. Je vais être forte. Ouais, je vais être forte. Et tu m'emmèneras pas avec toi. Mais sauf que une personne, je suis sa femme, quelqu'un qui traverse des difficultés, elle te dit, en gros, tu vas tomber tout seul. C'est dur, des frissons. Oui. Oui, le mariage, c'est le meilleur et le pire, paraît-il. Ouais, exactement. Bien sûr. Exactement. Donc aujourd'hui, je me rends compte d'à quel point j'ai été dure. Et c'est pour ça que je te dis l'introspection, je me demande, aujourd'hui, je sais pourquoi j'ai été aussi dure. Après, ça a vraiment été un choc, le décès de ma belle-sœur. Oui, surtout que ça a été fulgurant. Fulgurant. Ouais. Et ça a été... Donc c'est ça qui t'a allumé... 2 jours avant son décès, elle m'écrit, 2 ou 3 jours. En tout cas, la semaine où elle est décédée, elle m'écrivait des messages comme si de rien n'était. En fait, elle voulait vivre. Et elle pensait, enfin, je sais pas. Elle pensait s'en sortir, en tout cas, elle pensait pas. Elle voulait pas accepter que c'était fini. D'accord. Voilà. Ok. Et en fait, tout le monde a été sous le choc, sauf les personnes qui l'ont vue quelques jours avant. Mais moi, je l'ai pas vue. Mais elle m'a écrit, oui, on se voit, on se voit la semaine prochaine avec les enfants et tout. Et vraiment 3 jours après, elle était partie. Je dis mais et je suis arrivée à l'hôpital, je l'ai vue. Elle avait 40 ans et j'ai vu ses enfants et je me suis dit mais non, en fait tu peux pas te laisser mourir pour un homme. Et en fait ça mais elle était malade, pourquoi tu ramènes ça à un homme en fait? Parce qu'elle s'est rendue, enfin pour moi les maladies, le cancer, après voilà, je veux pas rentrer dans les détails. Oui. Voilà, c'est compliqué, mais je pense que ça a été compliqué pour elle, ça a été très difficile. Et les maladies, le cancer, enfin, pour moi, toutes les maladies, elles sont là, elles sont latentes. Et quand tu as des choses qui vont pas, elles quand il y a un trop gros déséquilibre. Et tu penses que sa vie amoureuse a contribué à la rendre malade, entre guillemets, si je peux me permettre. On prend des pincettes parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Exactement. On n'est pas médecin. Non, et puis voilà. Et puis il n'y a pas de. Exactement. Mais j'entends ce que tu dis en tout cas. Donc pour ta vie, tu ne voulais pas ça. C'est ça. Qu'est-ce qui a, du coup, réenclenché le fait que tu te dises mon mari a un souci, je ne veux pas le perdre, je veux avoir ce deuxième enfant, je vais faire une introspection. Est-ce que c'est la perte de ta nièce, du coup, de ta belle-sœur, pardon, qui a déclenché ça, ou est-ce qu'il y a eu autre chose? Là, on en est à je suis enceinte, je vais pas tomber avec lui, mais à un moment donné, tu te rends compte que tu peux pas le laisser, peut-être tu l'aimes, t'attends un deuxième bébé, ça se passe, comment ça repart? C'est quoi les ressources concrètes pour que ça reparte et que comment tu fais? En fait, il en parle. Ok. Il m'a dit,
il m'a dit qu'il avait eu des pensées suicidaires. D'accord. Et en fait, il en a parlé sur les réseaux. Donc ça a été un premier choc pour moi et pour notamment, je pense à sa petite sœur qui est arrivée à la maison en larmes parce que en fait, elle a compris que son frère... Tout le monde voyait qu'il n'était pas bien, mais franchement, personne ne pensait que c'était à ce point. Donc ça a été un premier choc. Et après, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Oui, non, rentre pas trop dans les détails. Mais tu vas vers où tu vas où tu veux aller. Moi, mais surtout, parlons de toi. Oui. Tu vois, ça j'entends. Oui. Toi, oui. Donc il y a sa sœur qui arrive, qui est pas bien, tu te rends compte, je pense. Oui. Toi, qu'est-ce que ça déclenche chez toi? Qu'est-ce que ça génère chez toi? Ça génère de la honte. Ok. J'ai eu honte parce que je me suis dit, on est en train de traverser ça et je l'ai pas vu. C'est là où je me suis rendu compte que j'ai rien vu et que j'aurais pu tout perdre en fait. Je me suis dit, mais même si c'est sa personne, c'est lui qui, voilà, il a aussi ses propres difficultés, c'est son chemin. Mais moi, qu'est-ce que j'ai raté en fait? Donc j'ai eu ce sentiment de honte. Ok. Après, passer ça, il y a eu comment évoquer cette période? Il y a eu une tierce personne de qui mon mari s'est rapproché. Et que j'ai su ce qui s'était passé. Et en fait, je me suis dit, ok, ça veut vraiment dire que j'ai raté quelque chose. Tu t'es vraiment éloigné. On s'est vraiment éloigné. On s'est perdu. Ouais, clairement, c'est ça. Oui, vous êtes déconnectés, vous êtes deux entités dans la maison. Exactement. Il n'y a plus de connexion, il n'y a plus rien. Je suis enceinte, mais il ne se passe rien. Il se passe rien. Enfin, vous êtes... Non, vous êtes perdus. On s'était perdus, je me suis perdue aussi. Du coup, là, j'ai commencé à me renseigner sur, justement, sur la santé mentale. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que lui, il a? Qu'est-ce que c'est que la dépression? Parce que pour moi, la dépression, je vais pas dire le terme, mais c'est pas dans notre culture. Clairement. Voilà, ça n'existe pas. T'es croyant, tu crois en Dieu. Crois en Dieu, va prier. T'es pas croyant, c'est pas grave. Accroche-toi à ta famille, tes enfants. T'as pas. Et en fait, non, je me suis renseignée. Et c'est une maladie. C'est une maladie. Bien sûr. Une maladie mentale comme une autre. Moi, j'ai pas eu... j'ai pas ce sentiment que j'ai été en dépression ou quoi. Mais du coup, ça m'a permis de... Parce que dans l'article que j'ai lu, c'était comment on accompagne quelqu'un qui est dépressif. Et quels sont... comment moi, je dois m'armer, en fait, pour être avec cette personne. Et comment ne pas tomber aussi. Bien sûr. Et du coup, suite à tout ça, on s'est mis en fait un ultimatum. Je lui ai dit, tu traverses ça, ok. Moi, je suis pas psy, je suis pas thérapeute. À un moment, on va consulter. On va aller en thérapie. On va aller en thérapie individuelle pour comprendre ce qui s'est passé. Toi, moi, je vais y aller parce que je sais que j'ai malheureusement... Tout n'est pas, je vais pas comment on appelle ça? M'auto-flageller, pas du tout. Tout n'est pas de ma faute, de mon fait, machin. Mais j'ai aussi une part de responsabilité. C'est ma famille, c'est mon mari. Donc, moi, je vais aller consulter, mais toi, tu vas te soigner parce que c'est une maladie, en fait. Une maladie, ça se soigne. Tu vas te prendre soin de toi et tu vas faire en sorte que on aille mieux. Ensemble, on va, voilà. Donc, moi, j'ai commencé une thérapie de mon côté. Il a commencé une thérapie de son côté. Et ensuite, on a fait une thérapie de couple. Waouh. Waouh. Non, mais quand on n'arrive pas... Alors, c'est un peu stigmatisant de dire... Mais c'est la réalité. Chez nous, les Africains, la thérapie, la dépression, c'est pas des choses qu'on connaît, qu'on nous a appris. Pas du tout. Donc, c'est beau de voir que on a un couple d'origine africaine, parce que ton mari est africain aussi, et de se dire... bébé, on y va, on essaye de faire quelque chose, on va se soigner. On va se soigner. Et ça, c'est incroyable. Ouais. On va se soigner la tête, quoi. Oui, exactement. Parce que c'est pas possible. On peut pas traverser. Ça a été long. Hein. Là, oui, bien sûr. Je le résume. Mais déjà, quand tu parles de Covid, de deuxième grossesse. C'est ça. J'ai eu le temps d'accoucher entre-temps.
ouais, d'ailleurs, je pense que on a commencé, j'ai accouché de ma fille d'abord, parce que c'était déjà vivre tout ça, parce que ma belle-sœur est décédée en janvier, et je suis tombée enceinte en février. Mais du coup, j'ai porté cette grossesse. Entre-temps, en juillet, on a perdu un cousin qui a été assassiné. Enfin, ensuite, il y a eu que des enchaînements. Ça ne s'est pas arrêté. Et franchement, c'est pour ça que je pense que ma fille, elle a un caractère de malade, parce que j'ai vécu cette grossesse avec le poids de tout ça. Le poids de purée, j'ai failli perdre mon mari, j'ai failli perdre ma famille, j'ai mes machins qui traversent ça. Et dans tout ça, on dit rien. Oui. Parce que tout ce qu'on a traversé là, cette période, cette tierce personne, machin, j'en ai parlé à personne. Ouais. Je rectifie, j'en ai parlé à une personne. Okay. J'ai une personne de confiance qui est ma tante. Encore une femme. On adore. Je ne suis entourée que de femmes incroyables, franchement. Et j'ai cette personne qui vit au Cameroun, mais qui est ma marraine, parce que en fait, quand on se marie, on choisit une personne qui est la marraine de notre couple. Et c'est cette personne en qui j'ai une confiance aveugle, absolue, vraiment, qui m'a... Elle se reconnaîtra, Mylène. Je savais que c'était une personne qui allait me réconforter, qui allait avoir les bons mots. Elle a eu les bons mots. Elle est douce, elle est vraiment hyper bienveillante. Elle est mariée depuis 30 ans avec mon oncle que j'adore. Bon, c'est facile aussi parce que... Bien sûr. Oui, mais on sent qu'il y a de l'amour, on sent qu'il y a de la bienveillance. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'elle est discrète. C'est quelqu'un à qui elle sait, on a cette relation. J'ai besoin de lui dire quelque chose. Tu lui confies quelque chose, c'est une tombe, si on peut se permettre. Vraiment, une tombe. Si on peut se permettre. Oui, peut, parce qu'elle le sait. Entre nous, on a ce rapport-là. Je lui ai parlé parce qu'il fallait quand même que je me décharge. Bien sûr, à un moment donné, il faut... Je pouvais pas... besoin d'oxygène. J'étais à 7 mois de grossesse, je pouvais pas, en fait. Je chantais mon bébé, je me disais non, j'ai besoin quand même de me décharger. Il fallait que ça se transforme en n'importe quoi. Bah, c'était déjà n'importe quoi. Franchement, c'est clair. C'était n'importe quoi. Mais du coup, j'ai eu quand même cette personne à qui j'ai pu parler. Ensuite, voilà, donc je me disais, j'ai accouché. Et là, on s'est pris en main. Et là, en fait, on a suivi... on a eu un premier thérapeute. Je vais pas te mentir, c'était pas... Je pense qu'il faut trouver la bonne personne. Il était un peu détaché. Oui. Pas intéressé. Tu le sentais pas. Non, il était pas intéressé. Non, moi il m'a dit engagé. Non, mais vous allez très bien. C'était peut-être bien. Cas. Non, c'est faux. Non, mais non, monsieur. Non, monsieur, non, c'est faux. Je peux pas avoir des réactions comme j'ai eu. Je peux pas avoir des réactions aussi violentes, des mots aussi durs et me dire non, tout va bien. Arrête. Creuse. Moi, je viens pour que tu creuses. C'est pas grave. Mon mari, pareil, il l'a vu. Il l'a vu plusieurs fois, on l'a vu ensemble. Il nous a quand même donné des petites clés pour communiquer. Et après, vive les réseaux... Enfin, alors, je ne suis pas très réseaux sociaux, vraiment. Mais il y a quand même... Il y a du bon et du mauvais. Mais il y a énormément de bon parce qu'on a trouvé plein de vidéos, des exercices. On s'est mis des défis pour se retrouver, en fait. Vous vous êtes challengé. Vous aviez vraiment envie de sauver votre couple. Oui, vraiment. On sent vraiment que vous vouliez pas, malgré cette perte, vous vouliez pas vous lâcher. On le sent en tout cas. Peut-être qu'il y a eu des périodes. Bien sûr. Aujourd'hui, on se rend compte. Bien sûr. Aujourd'hui, avec le recul, on se rend compte que non, en fait, on voulait vraiment. Oui. Mais sur le coup, c'était vas-y, dernière. Je sais pas, c'était. On le fait, mais franchement, ça a été long. Ça a été long. En même temps, c'est normal parce qu'on s'est connus jeunes, 21, 22 ans. Et on était tellement différents des personnes qu'on est aujourd'hui. En fait, on a évolué d'une certaine manière. Et c'est normal, en fait, qu'on se perde en route. Bien sûr. Mais sur le coup, franchement, on s'est... Lui, il va peut-être le dire autrement, mais moi, je me suis posé la question. Je me disais, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que c'est vraiment, ça que la je veux ? bonne personne ? Ou est-ce que j'ai vraiment envie de cette vie ? Est-ce que j'ai vraiment envie de cette vie ? Parce que... en grandissant dans un foyer comme le mien, avec un papa très dur, une maman remplie d'amour, mais qui a subi, qui a vécu beaucoup de choses,
en grandissant comme ça, en voyant mes sœurs aussi, parce que mes sœurs sont mariées assez jeunes, elles ont eu des enfants jeunes, elles ont vécu franchement des choses aussi difficiles. Moi, je me disais non, je veux pas, justement, pareil par rapport à ma belle-sœur, je me disais mais non, je vais pas rester dans un schéma où je suis pas bien parce que j'ai des enfants. Je sais que c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, tu vois, mais je me disais non, je vais pas rester, je partirai. Oui. C'est ce que je me disais. Hein. Bien je sûr, me disais, bien sûr. Si ça va pas, je partirai. Machin, oui, je vais pas rester dans un truc où je suis pas heureuse après, ou qui me convient pas. Je pense que le pas, il y en a pas beaucoup qui le font. Il y a beaucoup qui restent, surtout quand on a des enfants, une maison, machin. On a le poids familial. Après, le poids familial, on l'a pas parce qu'il y a tellement de parcours dans ma famille que même si j'ai vécu dans une culture très traditionnelle, franchement, mes parents, les pauvres, quoi. Parce que les traditions, on est peu à les avoir respectées comme ils l'auraient voulu. Oui, oui. Donc, il n'y aurait pas eu de jugement. C'était pas le poids des traditions, mais c'était même toi-même, te dire... Je suis mariée, j'ai une maison, j'ai des enfants, je veux essayer de préserver ça, ou pas. Ou pas, sur le coup, je veux dire, en tout cas, c'était toi qui choisissais. Ouais, je me disais, vraiment, je me suis vraiment posé la question, est-ce que je veux ça Et après, oui, avec le recul, je me rends compte que on a fait ce qu'il fallait pour se retrouver. Ça a été très long, ça a été beaucoup de... Donc voilà, on a eu ce premier thérapeute, pas ouf, pas top. Et en fait, je sais plus comment il a rencontré cette personne. Alors, j'ai plus le terme parce c'est pas une thérapeute classique. Ok. Elle fait de la numérologie. D'accord. Ça s'appelle numérologie métamorphose. En fait, elle trace ta généalogie et le poids de tes ancêtres. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'elle retrace. Okay. Et donc lui, il a rencontré cette personne. Il a fait une séance d'une après-midi avec cette personne. Et il est rentré. Moi, je suis beaucoup sur les énergies. Pendant qu'il était en dépression et tout, c'est vrai que l'énergie, elle était sombre. Oui, bien sûr. Franchement, elle n'était pas... C'est normal. Et franchement, il est rentré de cet après-midi avec cette personne. Il était... transformé. Radieux. Exactement. Oui, il avait... solaire. Ouais, il avait retrouvé... Oui. Il avait lâché un poids, peut-être. Exactement. Et donc, il me parle de cette personne et tout. Je dis, écoute, pas trop convaincue. Enfin, parce que je connaissais pas. Il me dit, vas-y, mais franchement, va la voir. Juste, vas-y. Teste. Ça coûte rien. Voilà, exactement. Enfin, ça coûte une séance. Une séance. Ça m'a coûté une première... Pas une séance, mais un premier échange par téléphone. Okay. Et une séance qui devait durer 2 heures et qui a duré une après-midi entière. Okay. De 13h à 20h. Et franchement, ça a été une expérience différente. C'était lourd, parce que je venais de perdre mon père. Ça faisait moins d'1 an que j'avais perdu mon père. On a reparlé de plein de choses. Enfin, on a parlé de plein de choses dont je me rendais même pas compte, des trucs qui étaient lourds. En fait, elle m'a dit, je suis arrivée, j'étais lourde. Tout comme je pense quand mon mari il était lourd. Bien sûr. Et elle me l'a dit. Elle m'a dit, pareil, elle est dans les énergies et tout. Elle me dit, je sens tout le poids, non seulement ton poids, mais le poids de ta mère, le poids de tes sœurs, de tes amis. Il y a un poids. Ok. Et on a passé vraiment un échange qui m'a libérée. Malheureusement, on n'a pas pu... normalement, il était prévu qu'on poursuive avec elle, mais financièrement, c'était un peu trop lourd. Ouais. On n'a pas pu, mais rien qu'en une séance, parce elle fait aussi des drainages énergétiques. Voilà. Après, on y croit ou on n'y croit pas. Bien sûr, non, mais c'est aussi le cœur de Dear Mama, c'est-à-dire que les mamans nous partagent leurs outils à elles, ce qu'elles ont utilisé elles pour sortir d'une situation compliquée, même si c'est pas que ça, mais il y a plein d'autres choses. Et je pense que c'est même pas une question d'âge, mais des fois, il y a des moments dans la vie où on va plus prêter attention aux énergies. D'autres fois, ça va être à la prière. Et puis d'autres fois, ça va être très cartésien en se disant, bon, maintenant, il faut que je retrouve un job, que je gagne de l'argent, que tu vois, des choses très... Donc, chacun son parcours. Et merci beaucoup de partager ça. C'est génial. Qu'est-ce qui a changé en toi depuis cette période en tant que femme et en tant que maman ? En tant que femme, après avoir traversé tout ça, c'est pas encore derrière... Enfin, si, c'est derrière nous, mais on le porte. Ouais. En tant que femme, j'essaye vraiment
de faire attention à ma santé mentale d'abord, à continuer de faire attention à mon interaction avec les autres, parce que ça a été le cas avec mon mari, mais c'est pas on me l'a pas dit une fois seulement, que des fois je pouvais être dure dans mes réactions, dans mes mots, dans mes... je pense pas être dans le jugement, mais... tu peux être très cash. Voilà, un peu trop. Donc maintenant, j'essaye de plus en plus de peut-être trouver le moment pour dire les choses et de pas... Enfin, après, on est... Là, je suis actuellement j'ai trouvé une autre thérapeute qui me dit on n'est pas responsable de comment les autres prennent les choses. Mais bien sûr. Mais on est responsable de ce qu'on dit, de comment on le dit. Exactement. Ou à quel moment on le dit. À quel moment et donc toi, tu as choisi plutôt que de modifier ce que tu as à dire, choisir les moments. Les moments, ou bien aussi apprendre à me taire. Parce que c'est pas... En fait, avant tout ça, je me disais, moi je suis pas hypocrite, si j'ai besoin de te dire un truc, je te le dis. Ouais, ok, mais des fois... Toute vérité n'est pas vraiment à dire. Parce que des fois, ça va rien changer. Moi, ça va faire plus de mal qu'autre chose. Donc des fois, juste avale, c'est pas grave. On en parlera peut-être un autre jour. Il y a des moments où la personne en face, elle a pas envie. On l'a vécu avec une de mes amies, avec mon amie, ma sœur de cœur, où en fait on a des caractères assez forts toutes les deux. Et en fait, on a compris, je pense, toutes les deux, qu'il y a des moments, quand on se parle, on a juste besoin que l'autre, elle écoute. On n'a pas besoin que... Parfois, je vais t'appeler, je vais dire j'ai besoin d'un conseil et tout. Ok, on va. Oui, mais des fois, tu n'as pas besoin d'entendre la messe, en fait. Tu as juste besoin de vider ton sac et d'avoir des oreilles attentives. C'est tout. Juste écoute-moi. Là, j'ai besoin de juste me décharger. Des fois, je vais avoir besoin de me dire que vas-y, secoue-moi. Mais... Et je pense que c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui en tant que femme. Aussi, la période que je traverse actuellement avec ma maladie me permet de me retrouver en tant que personne, de faire des choses que j'aime, du théâtre. Par exemple, j'ai commencé le théâtre. Génial. Le chant. Ça te plaît? Le théâtre, ouais, ça me plaît. D'accord. Ça change complètement. Ça me sort de ma zone de confort. Ça me permet de prendre confiance en moi, à mon image. J'ai un problème avec ça. Tu nous l'as dit en début d'interview, mais je te trouve parfaite. Merci beaucoup. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que souvent, on me dit, on dirait pas. Ben oui. Mais vraiment. J'ai vraiment, en photo, vidéo, franchement, j'ai un gros problème. Et en fait, quand on est au théâtre, déjà, je suis avec des personnes que je connais pas. Bon, là, ça fait 2 mois que j'y suis et on commence tout juste à se connaître. Mais en fait, on fait des impros où on fait des choses, mais improbables. Oui. Et on est obligé, et je suis sur scène, enfin, on est obligé de faire des choses un peu ridicules. Oui, mais c'est ça. Mais en fait, on ne doit pas se sentir ridicule. Voilà, juste on le fait. C'est ce que tu dis, sortir de ta zone de confort. Je sors de ma zone de confort et je fais des choses. J'ai le chant aussi, parce que la musique a une place hyper importante dans ma guérison et dans mon deuil de mon papa, qui était musicien, et qui avait aussi ce rapport avec la musique, et avec qui j'ai eu ce rapport particulier avec la musique dans sa fin de vie. Et du coup, ça, c'est hyper important pour moi, et c'est vraiment une thérapie pour moi, la musique. Génial. Donc, une fois par mois, je vais chanter dans un bar. Ça me vide beaucoup. Ça te prend beaucoup d'énergie. Ça me prend énormément d'énergie. J'y étais jeudi dernier. Vendredi, j'étais rincée. Vidée. Sur le coup, je me suis pas rendu compte. Je me suis dit, attends, j'ai rien fait. Et en fait, j'ai réfléchi. Je me suis dit, non, ça demande... Déjà, tu montes sur scène avec que des inconnus. Voilà, il y avait ma belle-sœur et mon beau-frère qui sont venus. Mais ça demande beaucoup de lâcher prise. Oui. Parce que justement, c'est pas parfait. Je suis pas chanteuse. Là, j'ai fait un cours de chant avec une vraie prof de chant. C'était la première fois de ma vie. Et en fait, avant, par exemple, mes sœurs, elles m'ont jamais vue chanter. D'accord. Mes amies de cœur, là, il y en a qu'une qui est venue. Mais avant ça, elle
Elle savait que j'aimais bien chanter parce que je les saoule tout le temps, machin. Mais je pense qu'elle... Elle t'imaginait pas peut-être franchir le pas ou aller au-delà de... Non. Et je pense que personne ne sait le bien que ça me fait. Oh là là. Vraiment. C'est magique. Ouais, c'est vraiment magique. J'y étais le mois dernier, j'y étais avec une de mes cousines. Et elle m'a dit, oh là là, tu te transformes. Ouais, ça se voit. Mais franchement, c'est le pouvoir de la musique, en fait. Là, le jeudi, je parlais avec un monsieur. En fait, c'est vraiment des personnes, des musiciens. Et donc, le monsieur, il fait du saxophone. Et lui aussi, il a ce rapport. Voilà, il a une famille de musiciens et tout. Et il me dit, mais sans ça, on se serait jamais parlé. Enfin, bien sûr. J'ai des discussions avec des personnes. Je joue avec des messieurs. Le batteur, il avait une 60aine d'années, mais il était transformé sur scène. Il a fait un solo de batterie, mais franchement, un truc de malade. Incroyable. La musique a un pouvoir de guérison sur plein de gens. Et moi, particulièrement, par rapport au rapport compliqué que j'ai eu toute ma vie avec mon papa, et à cette toute petite période où il partait. Où il partait et justement où vous vous êtes retrouvés. Par la musique. Grâce à ça, grâce à la musique. Vraiment. Ouais. Où il n'arrivait plus à parler vers la fin, mais dans le regard et dans les derniers moments de ces derniers moments de lucidité, on va dire, bah, c'est quand j'ai chanté pour lui et qu'il s'est levé alors qu'il ne se levait plus depuis et il jouait du piano et qu'il a commencé à faire le geste du piano, à taper du pied, à se lever, à danser. Au Cameroun, ce jour-là, j'ai dit, mais c'est incroyable. Incroyable. C'était incroyable. Bravo. Donc, voilà. Et en tant que maman, pardon, qu'est-ce qui a changé peut-être ou pas? Je sais pas. Voilà. Peut-être, tu peux me dire rien, hein, mais est-ce que tu sens une transformation en tant que maman après tout ce que tu as vécu ou après tout ce que tu vis au moment M où on se parle? Ma fille, ma grande, elle va avoir 8 ans. Elle commence à parler. Elle parle beaucoup, elle est très sensible. Et elle me fait aussi comprendre que parfois je suis un petit peu dure encore. Ok. Voilà, et mon mari aussi me trouve un peu dure. Je pense que, encore une fois, j'ai hérité. Il y a des fois où je me rends même pas compte. Et je pense que c'est nos enfants qui nous éduquent. Aussi. Donc j'ai pas fini d'évoluer en tant que maman. Cette période qu'on a traversée avec mon mari, ça m'a permis de me dire, ok, je veux leur montrer déjà un couple uni. Parce que même si les enfants, ils ressentent beaucoup les choses. Je pense qu'ils sont pas bêtes. Et je pense que même si aujourd'hui elle disait Berk, dès qu'elle nous voit nous rapprocher un peu, faire des bisous, oui, faire des câlins, exactement, elles se mettent entre nous, c'est vite, maman, Chani, viens vite, ils sont en train de se faire un câlin et tout. Mais je pense que c'est important de le voir. Bah, bien sûr. Parce que moi, je l'ai pas vu. C'est le fruit de votre amour. Ce sont les fruits de vous. Donc, s'il n'y avait pas de vous, il n'y aurait pas d'elle. Et on leur dit à chaque fois, on dit, non, mais avant que vous soyez là, on avait une vie, en fait, on les s'est gars. connus. Et ma deuxième, mon mari m'a dit hier que ma deuxième fille lui a offert une bague. Genre une alliance. Ouais. En mode, t'es à moi, elles ont moins ce rapport de oui, c'est mon papa, machin. Avant, quand je disais c'est mon amoureux, elle devenait, elle supportait pas. Et je pense qu'on essaie de leur, naturellement, hein, on va pas se forcer, machin. Bien sûr. Mais en fin de compte, si je devais faire quelque chose en tant que maman, ce que j'aimerais leur transmettre. Ah bah on y vient. Bah oui. On y vient. On y vient. Est-ce que tu réalises à quel point, même si c'est pas terminé, à quel point tu reviens de loin, ou en tout cas toutes ces émotions, est-ce que tu réalises le parcours, le chemin traversé? On l'a réalisé là, parce qu'on a fêté nos 10 ans de mariage. Waouh. Et qu'on a, on a fêté. Oui, vraiment. On a vraiment fêté, on a fait une grande fête. C'était pas tout à fait prévu, mais finalement on s'est dit c'est super important et on a super bien fait de le faire. Et en fin de compte, on a monté, il est très artistique. Oui, tu m'en parlais tout à l'heure. Il a monté un panneau photo avec justement une rétrospective de nos... Ça fait 15 ans qu'on est ensemble, de nos 15 ans. Okay. Avec des photos, des moments et tout. Et en fait, de le voir visuellement, de voir comment on était jeunes et minces. Et voilà.
c'est là où je me rends compte de tout ce qu'on aurait pu perdre. C'est très bien d'avoir fait ça, c'est génial. Quand on a, même dans nos discours et tout, ça a été compliqué d'écrire nos discours. C'est là qu'on a réalisé, je pense, qu'on aurait pu tout perdre. Mais après, je me sens pas non plus... Enfin, je sais pas, hein. Moi, c'est ma vision. J'ai pas l'impression, par rapport à toutes les Dear Mama que tu as interviewées, je me sens pas exceptionnelle. Ok. Vraiment. Si notre parcours, il peut toucher quelqu'un... On en vient. Ouais. Je mets une pause. Ok. En fait, on a tous des parcours uniques, Anne-Christelle, et chaque parcours peut aider une maman qui peut être dans une situation ou pas, dans cette situation. Une maman qui va se dire j'en ai marre de mon couple, c'est peut-être... voilà, j'arrête, je jette l'éponge, je n'en peux plus. Et peut-être qu'elle va t'entendre et qu'elle va se dire j'ai pas pensé à la thérapie, j'ai pas pensé à ceci, peut-être pour essayer de sauver... Il n'y a pas de... Les parcours, toi tu penses qu'il n'est pas exceptionnel, moi je pense qu'il l'est, mais surtout il est unique, parce que c'est toi qui l'as vécu, et tu l'as vécu avec ton éducation, avec les moyens que tu avais, avec... donc ton parcours est unique, et moi je suis certaine qu'il va aider au moins une maman. Si c'est le cas, tant mieux. Voilà, c'est le plus important. Qu'est-ce que tu voudrais dire à tes filles si elles tombaient sur le podcast demain ou après-demain? Tu peux leur dire quelque chose ici? Alors, c'est bizarre parce qu'elles sont petites, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Si je devais transmettre quelque chose à mes filles, c'est que il est important de savoir qui on est, parce qu'avant d'être une maman, avant d'être une épouse, avant d'être une sœur, il faut comprendre qui on est, avec justement tout ce qu'on nous a transmis, c'est vrai, par notre éducation, mais se chercher, en fait, se dire, voilà, j'ai eu ça, j'ai ce bagage-là, qui m'a été transmis par mes parents, par mes ancêtres, peu importe à quoi on croit, mais trouvez-vous. Et ensuite, trouvez la personne qui va vous accompagner, qui va faire que vous allez vous compléter. Mais d'abord, c'est hyper important, je pense, d'être bien seul et de se soigner. Et de soigner ses blessures, de soigner... parce que des fois, quand on est dedans, on ne se rend pas compte que c'est des blessures. On ne se rend pas compte que une situation va nous ramener à une situation qu'on a vécue quand on était petit. Alors, étant la maman, j'espère que je vais pas transmettre des blessures comme j'ai pu, moi, en avoir, mais sans aucun jugement à ma maman ni rien, qui est une maman exceptionnelle. Je profite. Qui est en fait juste une humaine qui a eu des difficultés et qui s'est toujours battue pour nous. Mais voilà, c'est vraiment, pour moi, en tout cas aujourd'hui, je me rends compte comment il est important de se soigner, de trouver qu'est-ce qui ne va pas pour aller mieux. Et voilà les filles. Un message de maman. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu voudrais dire peut-être à la maman qui nous écoute, aux mamans qui nous écoutent, et qu'est-ce que tu voudrais transmettre très rapidement en 2-3 mots aux mamans qui nous écoutent? Je pense que des fois, je pense que je suis un peu sévère avec moi, peut-être en tant que maman. Et peut-être qu'on l'est toutes un petit peu. On veut toujours faire mieux, on veut toujours faire plus. On essaie toujours de faire mieux et plus, mais il est important pour moi de savoir qu'on est, on est tous humains. On fait des erreurs. On fait tous des erreurs. On en a fait. On en fera peut-être encore. Mais encore une fois, c'est le même message que j'aurais à mes filles. C'est juste si on a cette possibilité de se soigner et juste de faire attention à soi, en fait, ça va rejaillir sur tous les aspects de nos vies. En tant que maman, quand elle est pas bien, ses enfants ne sont pas bien, le couple va pas bien. Bien sûr. Les mamans, je sais que tu as interviewé beaucoup de mamans solo qui sont pour moi des queens, vraiment, vraiment, parce que tout repose sur leurs épaules.
Et je pense que ces femmes-là, vraiment, soyez entourées de toute la bienveillance possible. L'entourage est hyper important. Et surtout, aussi de se détacher des personnes qui tirent un peu vers le bas. Okay. Ça, c'est un travail aussi à faire parfois. Pour aller mieux, il faut aussi se détacher. Se délester. Surtout, moi, je suis entourée de femmes sensibles, hyper sensibles, voilà, hyper connectées, machin. Des fois, on a du mal à se dire ouais, mais en fait, c'est trop lourd pour moi. Moi, je suis en train de faire ce travail-là avec ma maladie et tout. Là, je me dis non, en fait, j'y arrive pas, émotionnellement, mentalement. Ça me pèse trop, donc voilà. Donc des fois, je pense qu'il faut accepter que juste là, aujourd'hui, pendant 1 semaine, 2 semaines, je prends juste du temps pour moi. Je vais pas peut-être répondre au téléphone ou je vais pas écrire parce que je me concentre sur toi, ma guérison, sur ta santé, sur la santé mentale et physique. Bien du coup, sûr. pour le coup, là, j'ai les deux. Super. Merci, Merci Anne-Christelle. J'ai tendance à vouloir t'appeler Christelle. C'est pas grave. Tu peux aussi, on m'appelle aussi Christelle. Merci Anne-Christelle. Merci beaucoup pour ton... Oh là là. J'ai pas plus. Alors, les gens qui me connaissent, ils savent que je suis ultra sensible, émotive. Franchement, j'ai fait un effort. Ouais. Je suis trop fière de moi. Il n'y a pas une larme qui a coulé. Je suis trop fière de moi. Bravo. Donc, ne me fais pas pleurer. Non, je vais essayer. En tout cas, vraiment, il n'y a pas d'autre mot que merci d'accepter d'être venu, de parler de santé mentale, de parler de ton couple que tu es en train de sauver, en tout cas, voilà, d'avoir mis les projecteurs sur ça, parce que comme tu dis, oui, j'interviewe des mamans solo, mais c'est pas que. Oui. C'est dire maman, et en fait, on est maman solo, on est maman en couple, on est maman, tout simplement, d'accord. Malade, pas malade, en pleine forme. Donc merci pour ton énergie. Merci à toi. Merci pour ta sincérité, ta sensibilité. T'es toute mignonne quand tu parles. Merci, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Merci à toi, Annick. Chère Dire Mama, j'espère que cet épisode t'a inspiré, t'a fait sourire ou t'a bousculé. Sachez que vous n'êtes pas seul, que vous êtes légitime, que vous avez le droit de tomber, de vous relever et de recommencer. Si cet épisode vous a touché, partage-le autour de toi. Laisse 5 étoiles sur les plateformes de podcast, ça compte vraiment. Et comme j'aime le dire, pour finir, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour écrire un nouveau chapitre.